Je me noyais dans mes propres poumons quand ma sœur m'a arraché le tube à oxygène du visage. Arrête de faire semblant, siffla Anna, ses ongles manucurés me griffant la joue alors qu'elle tirait. Tu veux juste faire pitié. L'air a disparu. Ma poitrine s'est affaissée comme une canette de soda écrasée. J'ai agrippé l'espace vide où se trouvait le tube, ma vision se brouillant de taches noires, ma gorge émettant des sons que je ne reconnaissais pas, des halètements animaux et désespérés qui résonnaient contre les murs de l'hôpital. Mes parents se tenaient à 1 mètre de là. Ils n'ont rien dit. Ma mère a croisé les bras. Mon père regardait son téléphone. Je leur ai tendu la main, tremblante, les suppliant sans mots, aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis aussi votre fille. Anna a levé les yeux au ciel. Vous voyez, elle va bien. Juste dramatique comme toujours. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qui allait bouleverser tout ce qu'ils croyaient de notre famille, c'est que quelqu'un se tenait juste derrière eux, dans l'embrasure de la porte. Et 2 semaines plus tard, lors de la lecture du testament de notre grand-père, cet homme poserait sa main sur l'épaule de ma sœur et prononcerait 6 mots qui détruiraient son monde entier. Avez-vous déjà été invisible pour les personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Je m'appelle April Warren, j'ai 35 ans, et je suis consultante en soins de santé. J'aide les hôpitaux à rationaliser leurs opérations. Je me suis bâti une carrière réussie à Denver, je possède mon propre appartement et je gère ma maladie pulmonaire chronique avec une discipline rigoureuse. Personne dans ma famille ne sait rien de tout cela, parce que personne n'a jamais pensé à demander. J'ai grandi en étant la fille invisible dans une famille qui n'avait Dieu que pour ma sœur cadette. Dès l'âge de 8 ans, alors qu'Anna en avait 2, j'ai appris que mon rôle était d'être forte, autonome et peu exigeante. Anna était fragile. Anna avait besoin d'une attention particulière. Anna nécessitait une protection contre un monde qui risquait de blesser ses précieux sentiments. On attendait de moi que je gère tout ce que la vie me lançait, sans me plaindre, parce que c'est ce que font les grandes sœurs. Grand-père Charles était la seule exception. Quand j'avais 12 ans, il m'a trouvé en larmes derrière sa remise à outils après que mes parents eurent oublié mon anniversaire pour le récital de danse d'Anna. Il s'est agenouillé, a essuyé mes larmes avec ses mains calleuses et m'a dit quelque chose que j'ai gardé en moi depuis. April, tu es une gemme cachée dans l'obscurité. Un jour, la lumière te trouvera. Je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait dire à l'époque. Je crois que je commence seulement à le comprendre maintenant. Quand grand-père est décédé il y a 2 semaines, j'ai conduit 4 heures de Denver à Colorado Springs pour ses funérailles. Je suis restée au fond de l'église pendant qu'Anna sanglotait de manière théâtrale sur le premier banc, entourée de parents lui offrant des mouchoirs et des étreintes compatissantes. Ma mère a annoncé à tout le monde qu'Anna avait été d'un grand réconfort pour papa dans ces derniers jours, alors que j'avais été trop occupée par mon travail pour lui rendre visite. La vérité, c'est que personne ne m'avait dit que l'état de grand-père se dégradait avant les 3 jours précédant sa mort. Quand je suis arrivée, il était déjà parti. Après la cérémonie, Anna m'a coincée près du vestiaire. Ses yeux étaient secs malgré la comédie qu'elle venait de jouer quelques minutes plus tôt. Elle s'est penchée, son parfum entêtant, et a murmuré avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « Grand-père m'a tout laissé, April. La maison, les placements, tout. Tu devrais t'y habituer. » Elle m'a tapoté la joue comme si j'étais une enfant. Certains d'entre nous étaient réellement là pour lui. J'ai eu envie de crier. J'ai eu envie de lui dire que j'avais appelé grand-père tous les dimanches pendant 15 ans, que nous avions parlé de livres, d'histoire et du sens de la vie pendant qu'elle était trop occupée à poster des photos d'elle en ligne. Mais je n'ai rien dit. Je ne le faisais jamais. C'était mon rôle. Le stress des funérailles, le chagrin, le changement d'altitude depuis Denver. Mes poumons n'ont pas supporté. Cette nuit-là, je me suis réveillée à 2 heures du matin, incapable de respirer, la poitrine serrée comme si quelqu'un avait enroulé des bandes de fer autour de mes côtes. J'ai appelé les secours et j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital Saint-Marie, où les médecins m'ont admise en soins intensifs et m'ont mise sous oxygène. Quand ma famille est arrivée le lendemain matin, je m'attendais à de l'inquiétude. Ce que j'ai reçu, c'était de l'irritation. Ma mère se tenait au pied de mon lit, les bras croisés. April, tu compliques toujours tout. Nous avons la lecture du testament à gérer. Ton père doit s'occuper des papiers de la succession.
Anna examinait sa manucure. Elle fait probablement semblant de toute façon. Elle a toujours adoré attirer l'attention. J'ai essayé d'expliquer que la BPCO n'était pas quelque chose que l'on pouvait simuler, que mon taux d'oxygène avait chuté dangereusement, mais ma mère a juste soupiré et a dit qu'il reviendrait plus tard, après s'être occupée de questions plus urgentes. C'est Anna qui est restée. Elle a dit qu'elle me tiendrait compagnie, mais dès que nos parents ont disparu dans le couloir, son expression a changé. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte, confirmant que nous étions seuls. C'est à ce moment-là qu'elle a arraché le tube respiratoire de mon visage. Et c'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte derrière elle. Le docteur Marcus Keller se tenait dans l'embrasure, le visage impassible, observant ma sœur s'éloigner de mon lit. Il a agi rapidement, rebranchant mon oxygène, vérifiant mes constantes vitales, ses mains stables et professionnelles. Mais quand il s'est tourné vers Anna, sa voix était froide comme l'acier. « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» Anna a balbutié quelque chose à propos du tube qui était mal fixé, mais j'ai vu une lueur dans les yeux du docteur Keller, quelque chose qui me disait que ce n'était pas la première fois qu'il était témoin de la cruauté dans cette famille. Le docteur Keller a ordonné à Anna de partir immédiatement. Elle a protesté, a prétendu que c'était un malentendu, a dit que le tube s'était simplement détaché. Mais l'expression de Keller est restée de marbre, et finalement, Anna a attrapé son sac à main et est sortie en trombe, marmonnant quelque chose sur les sœurs ingrates et le temps perdu. Je suis restée là, tremblante, la gorge irritée, l'esprit assailli de questions que je ne pouvais formuler en mots. Keller a vérifié mes constantes 2 fois, a ajusté mon débit d'oxygène et m'a dit de me reposer. Mais le repos semblait impossible alors que la personne qui était censée être ma sœur venait d'essayer de m'étouffer. Le lendemain matin, après la ronde des médecins et un message de ma famille disant qu'ils étaient trop occupés par les affaires de la succession pour me rendre visite, Keller est retourné dans ma chambre. Il a tiré une chaise près de mon lit et s'est assis avec la lassitude de quelqu'un portant un lourd fardeau. Il m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit la vérité, physiquement, je récupérais, émotionnellement, j'étais anéanti. Il a hoché lentement la tête, comme s'il comprenait plus que je ne l'imaginais. Puis il a dit quelque chose qui a tout changé. Il m'a dit que notre rencontre ici n'était pas une coïncidence. Il connaissait mon grand-père, Charles Warren, depuis 5 ans. Charles avait été son patient, venant régulièrement pour des bilans cardiaques, finalement, pour l'opération qui était censée lui donner plus de temps. Au fil des ans, ils avaient parlé de beaucoup de choses, de la famille, des regrets, des personnes que Charles aimait et de celles qui l'inquiétaient. Mon nom était souvent revenu. Je le fixais, incapable de traiter ce que j'entendais. Keller a continué. Il a dit que 3 ans plus tôt, lors d'un de leurs rendez-vous, Charles lui avait fait une demande inhabituelle. Il avait demandé à Keller de veiller sur moi si jamais je me retrouvais à Saint-Marie. Charles connaissait mon affection pulmonaire. Il savait que Colorado Springs était ma ville natale, que je pourrais y retourner un jour et avoir besoin de soins médicaux. Il voulait que quelqu'un soit de mon côté. Keller se souvenait exactement des mots de Charles, April est la petite fille que ma famille a oubliée. Elle n'a personne pour la soutenir. Si jamais il lui arrive quelque chose, s'il vous plaît, soyez là. Keller avait promis, sans jamais s'attendre à ce que ce jour arrive réellement. Jusqu'à la semaine dernière, quand il a vu mon nom sur la liste des admissions. Je ne pouvais pas parler. Mon grand-père avait pensé à moi. Il avait planifié pour moi. Il avait demandé à un étranger de me protéger parce qu'il savait que ma propre famille ne le ferait pas. Keller a sorti un dossier de sa veste. Il a dit que Charles le lui avait donné il y a 6 mois, avec pour instruction de me le remettre le moment venu. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux, des articles imprimés, des pages de publications professionnelles. Tous parlaient de moi. Un article décrivait comment mon travail de consultante avait aidé l'hôpital Denver Memorial à éviter un effondrement financier 3 ans plus tôt. Un autre présentait une interview où je discutais de stratégies d'efficacité pour les centres médicaux en difficulté. Il y avait des dizaines d'articles, couvrant près d'une décennie de ma carrière. Dans les marges, d'une écriture que je reconnaissais des cartes d'anniversaire d'antan, mon grand-père avait écrit des notes, « C'est ma petite fille qui a fait ça, si fière d'elle. Elle a bâti cette vie entièrement seule. » Les larmes sont venues avant que je puisse les arrêter. Pendant 35 ans,
j'avais cru que personne dans ma famille ne me voyait. J'avais cru que j'étais invisible, oubliable, indigne d'attention ou de fierté. Mes grands-pères m'avaient observé tout ce temps. Il avait collectionné les preuves de mes réussites comme des trésors précieux. Il avait porté mes succès dans son cœur, même quand il ne pouvait pas me le dire directement. Cette prise de conscience a brisé quelque chose en moi, quelque chose qui avait été verrouillé pendant des décennies. Keller m'a laissé un moment pour me reprendre, puis son expression est redevenue sérieuse. Il a dit qu'il y avait autre chose que je devais savoir. Charles lui avait également parlé d'Anna, et le tableau n'était pas reluisant. Ma sœur avait pris de terribles décisions financières. 2 ans plus tôt, elle avait lourdement investi dans une entreprise qui s'était complètement effondrée, lui laissant près de 185 000 € de dettes. Elle l'avait caché à tout le monde, maintenant son style de vie avec des cartes de crédit et de l'argent emprunté, s'enfonçant un peu plus chaque mois. Charles avait découvert la vérité lorsque des créanciers avaient commencé à appeler chez lui pour la chercher. Anna voyait l'héritage comme sa seule issue. Elle avait désespérément besoin de cet argent. Elle en avait tellement besoin qu'elle était prête à presque tout pour s'assurer de l'obtenir. Soudain, le comportement d'Anna prenait un tout autre sens. La cruauté n'était pas seulement de la rivalité fraternelle ou de la jalousie, c'était du désespoir. C'était une femme qui se noyait et s'agrippait à n'importe quoi pour se sauver, et je me tenais entre elle et le radeau de sauvetage qu'elle pensait mériter. La porte s'est ouverte et une femme en blouse est entrée. Elle s'est présentée comme étant Rosa Martinez, l'infirmière de nuit qui prenait la relève. Elle avait peut-être 50 ans, avec des yeux bienveillants et des mèches argentées dans ses cheveux sombres. Elle a vérifié mes moniteurs, m'a demandé comment je me sentais, puis s'est tournée vers Keller avec un regard entendu. Elle a dit doucement qu'elle devait lui dire quelque chose. Elle était à la porte hier quand c'est arrivé. Elle a tout vu. Elle a vu ma sœur arracher ce tube de mon visage et rester là, à me regarder m'étouffer. Keller lui a demandé si elle serait prête à témoigner de ce qu'elle avait vu. Rosa n'a pas hésité. Elle a dit qu'elle avait une mère de 78 ans à la maison. Si quelqu'un faisait une chose pareille à sa mère, elle ne le pardonnerait jamais. Elle témoignerait, absolument. Puis Rosa m'a regardé, et quelque chose dans son expression a changé. Elle a dit qu'il y avait autre chose que je devais savoir. Elle travaillait dans cet hôpital depuis plus de 20 ans, et elle se souvenait des patients et de leurs familles. Elle se souvenait de mon grand-père. Elle était de service la nuit où il est décédé. Mon sang se glaça. La voix de Rosa se fit plus basse. Elle a dit que cette nuit-là, ma sœur Anna était venue lui rendre visite tard, vers 23 heures. Elle avait insisté pour rester seule avec lui. Rosa avait trouvé ça touchant à l'époque, une petite fille voulant des moments privés avec son grand-père mourant. Mais maintenant, après ce qu'elle avait vu hier, elle n'en était plus si sûre. Votre sœur était là cette nuit-là, dit lentement Rosa, seule avec lui. Et au matin, il était parti. Les mots de Rosa flottaient dans l'air comme un nuage sombre. Je lui ai demandé de me raconter tout ce dont elle se souvenait de cette nuit-là. Elle a approché une chaise et a parlé d'une voix basse et stable. Elle a dit que mon grand-père se remettait bien après son opération cardiaque. Ses constantes étaient stables, les médecins étaient optimistes quant à sa sortie dans la semaine. Puis Anna est arrivée vers 23 heures, disant qu'elle voulait passer un moment tranquille avec lui. Rosa a trouvé ça émouvant. Elle a laissé Anna entrer dans la chambre et a continué sa ronde. Environ 30 minutes plus tard, le moniteur s'est mis à hurler. Rosa s'est précipitée et a trouvé mon grand-père en arrêt respiratoire. Elle a immédiatement appelé l'équipe d'urgence, mais il était trop tard. Ce qui la dérangeait le plus, c'était la réaction d'Anna. La plupart des membres de la famille paniquent quand quelque chose comme ça arrive. Ils pleurent, ils crient, ils supplient de l'aide. Anna est juste restée assise là, dans le fauteuil près de la fenêtre, parfaitement calme, regardant l'équipe médicale travailler sur un homme qui était déjà parti. Et il y avait autre chose. Quand Rosa a vérifié l'équipement dans le chaos, elle a remarqué que le tube respiratoire avait été déplacé de sa position correcte. Pas complètement retiré, mais décalé juste assez pour compromettre le flux d'air. Elle l'a signalé à son superviseur, mais il n'y a pas eu d'enquête. Les patients âgés bougent parfois dans leur sommeil, l'équipement se déplace, ce sont des choses qui arrivent.
Rosa a fait une pause et m'a regardé avec des yeux fatigués. Elle a dit qu'elle n'avait aucune preuve directe. Elle ne pouvait accuser personne sur la base de ce qu'elle avait vu. Mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Et apparemment, mon grand-père le savait aussi, car après la première visite d'Anna pour le voir plus tôt cette semaine-là, il avait immédiatement demandé aux infirmières de contacter son avocat. Il a changé son testament 3 jours avant de mourir. Je me suis tournée vers Keller et j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres. Anna ferait-elle un jour face à des accusations pour ce qu'elle aurait pu faire à grand-père? Keller a été honnête avec moi. Il a dit que probablement pas. Il n'y avait aucune preuve concrète, aucun témoin du moment exact, rien qui tiendrait devant un tribunal. Le tube déplacé pouvait être expliqué comme un mouvement accidentiel. Anna nierait tout, et sans preuve, aucun procureur ne toucherait à l'affaire. Mais Keller m'a rappelé que Charles avait su que quelque chose n'allait pas. C'est pourquoi il avait changé son testament. C'est pourquoi il s'était préparé à la possibilité qu'Anna aille trop loin. Je suis restée là, à tout digérer. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais ni triste ni vaincue. Je ressentais de la colère, une colère froide et claire qui aiguisait mes pensées au lieu de les obscurcir. Je ne voulais pas de vengeance par le système judiciaire. Je ne voulais pas passer des années à mener des batailles que je ne pouvais pas gagner. Ce que je voulais, c'était la vérité. Je voulais que ma famille affronte ce qu'elle avait laissé se produire, ce qu'elle avait choisi d'ignorer pendant des décennies. J'ai regardé Keller et Rosa et je leur ai demandé directement, m'aiderait-il? Se tiendrait-il à mes côtés le moment venu de tout révéler? Keller a hoché la tête sans hésitation. Rosa s'est penchée et m'a serré la main. Elle a dit qu'elle serait honorée de m'aider. Le lendemain, ma famille est arrivée, exigeant que je quitte l'hôpital plus tôt. Ma mère s'est plainte des frais, mon père a marmonné à propos de conflits d'horaires avec l'avocat, et Anna, incroyablement, s'est montrée plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle s'est assise sur le bord de mon lit et a dit qu'elle s'était tellement inquiétée pour moi. Elle a dit que je devrais rentrer à la maison et me reposer correctement avant la lecture du testament. Elle a même proposé de me faire de la soupe. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai vu le calcul derrière sa performance. Elle avait peur. Pas de moi, mais de perdre le contrôle de la situation. Pour la première fois de toute ma vie, je n'ai pas cédé. Je ne me suis pas excusée, je ne me suis pas accommodée, je ne me suis pas faite plus petite pour maintenir la paix. Je lui ai dit que je partirais quand mon médecin dirait que j'étais prête, et pas une minute plus tôt. Une lueur a traversé le visage d'Anna, de la confusion, peut-être, ou le premier soupçon de peur. Elle n'était pas habituée à ce que je résiste. J'ai été libérée 2 jours plus tard, assez forte pour marcher seule et respirer sans assistance. Avant de partir, Keller m'a remis une enveloppe scellée. Il a dit que mon grand-père la lui avait donnée il y a des mois, avec des instructions spécifiques, je ne devais la recevoir que lorsque j'en aurais vraiment besoin. Je l'ai ouverte avec précaution et j'ai trouvé une note manuscrite, avec l'écriture familière de grand-père. April, tu es la seule dans cette famille à avoir un cœur bon. Ne les laisse pas te le voler. J'ai lu ces mots 3 fois, sentant son amour traverser le fossé de la mort. Il s'était préparé pour ce moment depuis le début. Il avait su ce qui allait arriver et il s'était assuré que je ne l'affronterais pas seule. La lecture du testament était prévue à 10 heures du matin, au cabinet d'avocat de Thomas Reed, en ville. Quand je suis arrivée, mes parents et Anna étaient déjà assis, l'air impatient et comme si tout leur était dû. La porte s'est ouverte et je suis entrée, mais je n'étais pas seule. Derrière moi se tenaient le docteur Marcus Keller et l'infirmière Rosa Martinez. Le visage d'Anna est devenu blanc comme un linge. Anna a demandé pourquoi j'avais amené des étrangers à une affaire de famille privée. Sa voix était tranchante, mais je pouvais entendre le tremblement en dessous. Thomas Reed, l'avocat qui était l'ami de grand-père depuis 40 ans, a répondu avant que je ne puisse le faire. Il a expliqué que Charles avait spécifiquement demandé leur présence dans ses instructions écrites. Ce n'était pas mon fait. C'était la dernière volonté de grand-père. Reed a demandé à tout le monde de s'asseoir. C'était un homme grand, aux cheveux d'argent et avec des lunettes de lecture perchées sur le nez, et il se déplaçait avec la gravité de quelqu'un qui avait été témoin de nombreux secrets de famille au fil des décennies.
Il a commencé par dire que Charles avait été très précis sur la façon dont cette réunion devait se dérouler. Il voulait que tous les membres de la famille soient présents, il voulait des témoins, et il voulait que certaines vérités soient révélées avant que la distribution de sa succession ne soit finalisée. Anna était assise, les bras croisés, toujours convaincue que tout irait dans son sens. Mes parents ont échangé des regards nerveux, clairement déstabilisés par la présence de Keller et de Rosa. Reed a ouvert le premier document et a commencé à lire. La maison principale, évaluée à environ 740 000 €, serait divisée à parts égales entre 3 parties, Linda Warren, Richard Warren et April Warren. Il a fait une pause. Le nom d'Anna était manifestement absent. Anna s'est immédiatement levée d'un bond. Elle a dit qu'il devait y avoir une erreur, que grand-père lui avait promis la maison, qu'il lui avait dit qu'on prendrait soin d'elle. Reed l'a regardé calmement par-dessus ses lunettes et lui a demandé de bien vouloir s'asseoir. Il y avait encore des choses à venir. La confiance d'Anna s'est visiblement fissurée, mais elle s'est rassise sur sa chaise, les poings serrés. Reed s'est alors tourné vers Keller et l'a invité à parler. Mes parents semblaient confus, mais le visage d'Anna était passé du blanc au gris. Keller s'est levé et s'est adressé à la pièce de sa voix calme et mesurée. Il a expliqué qu'il avait été le médecin de Charles Warren pendant 5 ans. Pendant cette période, Charles s'était confié à lui sur sa famille, ses inquiétudes et ses espoirs. Charles avait spécifiquement demandé à Keller de veiller sur moi si jamais j'avais besoin de soins médicaux à Saint-Marie. Il avait dit que j'étais la petite fille que la famille a oubliée, et qu'il voulait quelqu'un pour me soutenir. Puis Keller a décrit ce dont il avait été témoin 3 jours plus tôt. Il était entré dans ma chambre d'hôpital pour trouver Anna debout près de mon lit. Elle venait de m'arracher le tube respiratoire du visage. Je m'étouffais, haletant, incapable de respirer, et Anna se tenait simplement là, à regarder. Il est intervenu immédiatement et m'a sauvé la vie. Il a regardé Anna droit dans les yeux en parlant, et elle n'a pas pu soutenir son regard. Rosa s'est levée à son tour. Sa voix était plus douce, mais tout aussi ferme. Elle a confirmé qu'elle se trouvait à la porte et qu'elle avait été témoin de toute la scène. Elle a vu Anna retirer mon tube respiratoire. Elle a vu Anna ne faire aucune tentative pour appeler à l'aide. Et puis, Rosa a ajouté quelque chose qui a fait sursauter ma mère. Elle a dit qu'elle était également de service la nuit où Charles est décédé. Elle a décrit comment Anna était arrivée tard, avait insisté pour être seule avec grand-père et avait fermé la porte. 30 minutes plus tard, les moniteurs se sont déclenchés. Quand Rosa s'est précipitée, elle a trouvé le tube respiratoire déplacé et Anna assise calmement près de la fenêtre, ne montrant aucune détresse. Anna a hurlé qu'il mentait. Elle a dit que c'était un complot contre elle, que j'avais payé ces gens pour détruire sa réputation. Reed a levé la main pour demander le silence. Il a produit un dossier contenant les enregistrements des caméras du couloir de l'hôpital et les notes des infirmières documentant l'équipement déplacé. Les preuves étaient claires. Keller s'est relevé et s'est approché lentement d'Anna. La pièce est tombée dans un silence complet. Il a posé sa main sur la table, juste en face d'elle, et s'est penché. Puis il a prononcé 6 mots qui ont semblé arrêter le temps, « J'ai vu ce que tu as fait ». Elle s'est figée, comme un cerf pris dans les phares. Keller a continué, sans la quitter des yeux. Il a dit que ce n'était pas seulement ce qu'elle m'avait fait à moi. C'était aussi ce qu'elle avait fait à grand-père. Reed a ouvert une deuxième enveloppe et a expliqué que Charles avait écrit une lettre spécifiquement pour Anna, à lire uniquement lors de cette réunion. Il a commencé à lire à haute voix, « Anna, je t'ai aimée de la mauvaise manière. Je t'ai aimée avec du silence et de faux espoirs. Je pensais que si je te donnais assez, tu apprendrais à aimer les autres. Mais je me suis trompée. Je ne sais pas exactement ce que tu as fait, mais je sais ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas aimé ta sœur. Tu ne m'as pas respecté. Tu n'as jamais vu que ce que tu pouvais prendre. Si tu lis cette lettre, cela signifie que tu n'as toujours pas changé. J'espère qu'un jour tu comprendras que l'amour ne peut être acheté et que le pardon ne peut être exigé. » Anna s'est effondrée, mais pas de remords. Elle a crié que ce n'était pas juste, qu'elle méritait cet argent, que grand-père n'avait pas le droit de la juger. Ma mère a essayé de la défendre, disant qu'Anna était juste impulsive, qu'elle ne voulait pas faire de mal. Keller l'a interrompue.
Il a demandé directement à mes parents s'ils savaient depuis des années qu'Anna avait des problèmes. Le silence qui a suivi a été une réponse suffisante. Mon père a finalement parlé, la voix brisée. Il a dit qu'il pensait que s'ils aimaient assez Anna, elle finirait par changer. J'ai enfin trouvé ma voie. Je leur ai demandé, et moi? Ne méritais-je pas d'être aimé aussi? Aucun d'eux n'a pu répondre. Reed s'est éclairci la gorge et a ouvert la dernière enveloppe. Il a annoncé qu'il y avait une dernière section dans le testament. Charles avait réservé cette partie spécifiquement pour moi. La pièce entière est devenue silencieuse. Reed a lu les détails du dernier cadeau de grand-père pour moi, et à chaque mot, j'ai senti quelque chose changer en moi. Charles m'avait laissé le chalet de montagne à Est Park, une magnifique propriété évaluée à 370 000 €. Il avait écrit dans ses instructions que c'était l'endroit où je pourrais enfin respirer librement, loin de la famille qui m'avait étouffé si longtemps. Il avait également créé un fonds fiduciaire de santé de 140 000 €, spécifiquement destiné à mon traitement médical continu, s'assurant que je n'aurais jamais à m'inquiéter de pouvoir payer les soins dont mes poumons avaient besoin. Et enfin, il m'avait légué toute sa collection de livres rares, ces mêmes volumes usés que nous avions lus ensemble quand j'étais enfant, passant des après-midi d'été dans son bureau, nous évadant dans des mondes où les filles étaient chéries et les familles s'aimaient vraiment. La pièce est restée figée dans un silence stupéfait. Anna avait l'air sur le point de s'effondrer. Son visage était passé du blanc au gris, puis à quelque chose de presque verdâtre, et ses mains serraient si fort les accoudoirs de sa chaise que ses jointures ressortaient comme de petites pierres sous sa peau. Mes parents fixaient le sol, incapables de croiser le regard de qui que ce soit, soudainement fascinés par le motif du tapis sous leurs pieds. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Le seul son était le doux tic-tac de l'horloge antique sur la bibliothèque de Reed, comptant les secondes de leur honte collective. Reed a sorti une dernière enveloppe de son dossier. Celle-ci m'était adressée personnellement, de l'écriture de grand-père. Il me l'a tendue sur la table en acajou poli, et je l'ai acceptée avec des doigts tremblants. Le papier semblait fragile et précieux, comme si je tenais un morceau de grand-père lui-même. Je l'ai ouverte avec précaution, ne voulant rien déchirer, et j'ai déplié la lettre. Son écriture familière remplissait la page, légèrement tremblante à cause de son âge, mais toujours indubitablement la sienne. Ma très chère April, avait-il écrit. Tu es la gemme cachée dans l'obscurité dont je parlais il y a tant d'années, quand tu n'étais qu'une petite fille triste qui pleurait derrière ma remise. Je t'ai vu grandir pour devenir une femme extraordinaire, malgré tout ce qui était contre toi, et mon cœur s'est gonflé de fierté à chaque réussite que tu as obtenue par ta propre détermination. Je suis désolée de ne pas t'avoir protégée plus tôt. Je suis désolée de ne pas avoir tenu tête à tes parents et exigé qu'ils te traitent équitablement. J'étais vieux et j'avais peur d'affronter mes propres enfants sur la façon dont ils avaient échoué avec toi. Je me disais que préserver la paix était plus important que de dire la vérité. Je me suis convaincue que les choses s'amélioreraient d'elles-mêmes, que ta mère et ton père finiraient par voir ce que je voyais en toi. J'avais tort, et je porterai ce regret avec moi dans l'au-delà. Mais à travers ce testament, je veux que tu saches enfin ce que j'aurais dû te dire à voix haute chaque jour de ta vie, je t'ai toujours vu, April. J'ai toujours été fière de toi. Tu t'es bâti une vie magnifique malgré tous les obstacles, et tu l'as fait avec une grâce et une dignité que ta sœur ne comprendra jamais. Vis pour toi-même maintenant. Pas pour l'approbation de qui que ce soit, pas pour la permission de qui que ce soit, pas dans l'espoir qu'un jour ta famille t'aimera enfin comme tu le mérites. La lumière t'a enfin trouvée, ma précieuse fille. Entre dans cette lumière et ne regarde jamais en arrière. Avec tout mon amour, pour toujours et à jamais, ton grand-père qui t'adore. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Elles tombaient sur le papier, brouillant certains mots, et je m'en fichais. Pendant 35 ans, j'avais cru que j'étais invisible et sans valeur pour ma famille. Pendant 35 ans, j'avais travaillé plus dur, accompli plus, et demandé moins, en espérant qu'un jour quelqu'un le remarquerait. Maintenant, je tenais entre mes mains la preuve que la personne qui comptait le plus m'avait vu depuis le début. Il m'avait aimé. Il avait été fier de moi. Il avait collectionné des articles sur ma carrière et écrit des notes d'admiration dans les marges. Et il avait trouvé un moyen de me dire tout ce que j'avais besoin d'entendre, même après que la mort lui ait volé sa voix. Reed m'a laissé un moment pour me ressaisir avant de s'éclaircir la gorge et de s'adresser à nouveau à la pièce.
Son ton est devenu plus formel, presque clinique. Il a expliqué qu'étant donné le témoignage fourni par le docteur Keller et l'infirmière Martinez, j'avais des motifs légaux substantiels pour engager une poursuite civile contre Anna pour agression ayant causé des lésions corporelles. Les preuves étaient claires et bien documentées. Je pouvais également déposer une plainte auprès de la police, ce qui pourrait conduire à une enquête criminelle. L'hôpital avait conservé les enregistrements des caméras du couloir, les notes des infirmières étaient des dossiers médicaux officiels, combinés à 2 témoins crédibles, le dossier contre Anna était solide. Le sang-froid d'Anna s'est complètement brisé. Elle a bondi de sa chaise et s'est précipitée vers moi, tombant à genoux à côté de mon siège comme une suppliante devant une reine. Elle a attrapé mes mains avant que je puisse les retirer et m'a supplié de ne pas lui faire ça. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle ne pensait rien de tout ça, qu'elle était sous un stress énorme avec ses problèmes financiers et qu'elle n'avait pas les idées claires. Elle a dit que nous étions sœurs, que les liens du sang étaient plus forts que tout, que les familles étaient censées se pardonner. Elle m'a imploré de penser à ce que des poursuites feraient à nos parents, à la réputation de notre famille, à la mémoire de grand-père. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage coûteux, et pendant un instant, elle a presque semblé sincère. Je l'ai laissé finir. Je l'ai laissé épuiser chaque excuse, chaque justification et chaque manipulation de son arsenal. Puis, j'ai doucement retiré mes mains des siennes et je lui ai donné ma réponse. Je lui ai dit que je ne la poursuivrais pas en justice. Je ne porterai pas plainte. Je n'engagerai aucune action légale contre elle. Ses yeux se sont illuminés de soulagement et elle a commencé à me remercier, mais j'ai levé la main pour demander le silence. J'ai expliqué que ma décision n'avait rien à voir avec le pardon, la pitié ou l'amour fraternel. Je choisissais de ne pas engager de poursuite parce que je refusais de passer un seul jour de plus de ma vie à porter du ressentiment envers elle. Elle m'avait déjà trop pris. Elle m'avait pris la paix de mon enfance. Elle m'avait pris mon sentiment d'appartenance. Elle m'avait pris 35 ans à croire que j'étais d'une manière ou d'une autre moins digne d'amour qu'elle. Elle ne prendrait pas ma paix future. Je ne lui donnerai pas ce pouvoir. Mais j'ai aussi clarifié une autre chose. À partir de ce jour, Anna n'était plus ma sœur. Je ne voulais aucun contact avec elle. Pas d'appel, pas de SMS, pas de réunion de famille, pas de simulacre de liens familiaux qui n'avaient jamais vraiment existé. Elle était désormais une étrangère pour moi, et c'est ainsi qu'elle le resterait pour le reste de nos vies. Elle devrait faire face à ses 185 000 € de dette entièrement seule. Elle devrait expliquer à nos tantes, oncles et cousins pourquoi grand-père l'avait retirée de son testament. Elle devrait vivre chaque jour en sachant que les personnes dans cette pièce savaient maintenant exactement qui elle était et ce dont elle était capable. C'était là ses conséquences. Elle la suivrait comme des ombres pour le reste de sa vie. Et contrairement à un procès qui pourrait se terminer après quelques années, ses conséquences n'expireraient jamais. Anna me fixa avec un mélange de haine et de désespoir. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais aucun mot ne sortit. Elle était enfin à court de manipulation. Elle retourna en chancelant à sa chaise et s'y effondra, brisée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne ressentis rien. Pas de satisfaction face à sa souffrance, pas de pitié pour sa situation, juste un vide calme là où la douleur et la colère vivaient autrefois. Mes parents ont essayé de parler ensuite. Ma mère s'est penchée en avant, les yeux humides, et a dit qu'elle ne savait pas que les choses allaient si mal entre Anna et moi. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'avait jamais voulu que tout cela arrive, qu'elle aimait ses 2 filles de la même manière et qu'elle avait toujours fait de son mieux. Je l'ai regardée longuement avant de répondre. Je lui ai dit, tu le savais. Tu l'as toujours su. Chaque fois qu'Anna se moquait de moi et que tu ne disais rien. Chaque fois que mes réussites étaient ignorées alors que les moindres efforts d'Anna étaient célébrés. Chaque fois que je demandais de l'aide et qu'on me disait de me débrouiller parce que j'étais la forte. Tu savais. Tu as simplement choisi de ne pas voir, parce que voir aurait exigé que tu agisses, et agir aurait signifié affronter Anna. Et affronter Anna était quelque chose que tu n'as jamais été prête à faire. Ma mère n'a pas eu de réponse. Elle est juste restée assise là, les larmes coulant sur ses joues, faisant enfin face à la vérité qu'elle avait passé des décennies à éviter. Mon père s'est éclairci la gorge et a demandé si je pourrais un jour leur pardonner. Sa voix s'est brisée sur la question.
J'y ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Peut-être très longtemps. Peut-être des années. Je ne les coupais pas complètement de ma vie, comme je le faisais avec Anna, mais j'établissais des limites claires qui auraient dû exister des décennies plus tôt. S'ils me voulaient dans leur vie à l'avenir, ils devraient le prouver par des actions cohérentes au fil du temps, pas par des paroles vides prononcées dans des moments de crise. Ils devraient regagner la confiance qu'ils avaient passé 35 ans à détruire. Reste à savoir s'ils en seraient capables. 3 mois plus tard, j'ai emménagé dans le chalet de montagne de grand-père. La maison était située sur une colline boisée surplombant les montagnes rocheuses, entourée d'immenses pins et d'un air pur et vif que mes poumons endommagés accueillaient comme un baume guérisseur. Chaque matin, je me réveillais au son des oiseaux et du vent dans les branches, au lieu du trafic et des sirènes. Chaque soir, je regardais le coucher de soleil peindre les sommets de teintes d'or, de cramoisi et de violet profond. J'ai installé la collection de livres de grand-père dans le bureau, exactement comme il l'avait gardé, classé par ordre alphabétique d'auteur, avec ses favoris sur l'étagère la plus proche du fauteuil de lecture. Je pouvais presque le sentir là, avec moi, hochant la tête en signe d'approbation. J'ai commencé à écrire. Pas par vengeance, pas pour exposer ma famille au monde ou chercher une forme finale de punition publique. J'ai commencé à écrire un mémoire sur mon parcours parce que je savais qu'il y avait d'autres femmes, là-bas, qui avaient été oubliées par leur famille. Des femmes qui avaient passé toute leur vie à se sentir invisibles. Des femmes à qui on avait dit qu'elles étaient trop sensibles, trop dramatiques, trop exigeantes, alors que tout ce qu'elles voulaient, c'était le même amour donné librement aux autres. Des femmes qui avaient besoin de savoir qu'elles n'étaient pas seules et que la survie était possible. Si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une seule d'entre elles à trouver le courage de s'éloigner de relations toxiques, alors tout ce que j'avais souffert aurait un sens. Keller est devenu un ami de confiance au cours de ces mois. Nous nous retrouvions pour un café une fois par mois dans un petit café en ville, et il me racontait des histoires sur grand-père que je n'avais jamais entendues. Comment Charles s'était constamment inquiété pour moi lors de leur rendez-vous, posant à Keller des questions hypothétiques sur les affections pulmonaires et les options de traitement. Comment il avait parlé de mes réussites avec une fierté rayonnante à quiconque voulait bien l'écouter, montrant ses articles collectionnés aux infirmières et aux réceptionnistes. Comment il avait passé ces dernières années à mettre discrètement en place des plans pour me protéger, même après son départ. Ces conversations m'ont aidé à guérir d'une manière que je n'avais pas prévue. Elles m'ont rendu des morceaux de mon grand-père que la mort avait essayé de voler. Un après-midi tranquille au début de l'automne, je me tenais sur le balcon, regardant la dernière lueur dorée s'estomper derrière les sommets. Je tenais dans mes mains le livre préféré de grand-père, un recueil de poésie usée qu'il me lisait quand j'étais petite et que le monde semblait encore plein de possibilités. La reliure était douce, usée par des décennies d'amour. Je l'ai ouvert avec précaution à la première page et j'ai trouvé une dédicace que je n'avais, je ne sais comment, jamais remarquée auparavant, écrite de sa main il y a 20 ans, quand je n'avais que 15 ans, pour April, ma petite fille forte. Un jour, tu comprendras ta propre valeur. J'ai souri. Pour la première fois de mes 35 ans de vie, je pense que je comprenais enfin. Mon téléphone a sonné, brisant le silence paisible. J'ai regardé l'écran, le numéro de Rosa. J'ai répondu et sa voix chaleureuse m'est parvenue, à peine contenue par l'excitation. Elle a dit qu'elle venait de parler à une journaliste d'un grand magazine féminin qui avait, on ne sait comment, entendu parler de ce qui s'était passé à l'hôpital Saint-Marie. La journaliste ne voulait pas de potin ou de scandale. Elle voulait écrire sur mon histoire comme un message d'espoir, un phare pour d'autres femmes qui avaient été rendues invisibles par les familles qui auraient dû les protéger. Rosa m'a demandé si j'étais intéressée à lui parler. J'ai regardé par la fenêtre les montagnes que mon grand-père avait aimées, les montagnes qu'il m'avait données pour que je puisse enfin respirer librement, sans le poids de l'indifférence de ma famille écrasant ma poitrine. Donne-lui mon numéro, ai-je dit. La lumière m'avait enfin trouvée, et j'étais prête à la partager avec le monde. Et ainsi, l'histoire d'April touche à sa fin, mais à bien des égards, elle ne fait que commencer. Elle a passé 35 ans à croire qu'elle était invisible, à croire qu'elle était d'une manière ou d'une autre moins digne d'amour que sa sœur, à croire que peu importe à quel point elle travaillait dur ou combien elle accomplissait, elle ne serait jamais assez pour les personnes qui étaient censées l'aimer inconditionnellement. Il a fallu qu'elle perde son grand-père pour découvrir qu'elle n'avait jamais été invisible.
La seule personne qui comptait vraiment l'avait vu tout ce temps. Il l'avait vue grandir pour devenir une femme extraordinaire, il avait collectionné les preuves de ses accomplissements comme des trésors précieux, et quand il a su que son temps était compté, il s'est assuré de lui laisser non seulement un héritage d'argent et de propriété, mais quelque chose de bien plus précieux, la certitude qu'elle avait toujours été digne d'amour. April a choisi la grâce plutôt que la vengeance. Elle aurait pu détruire Anna au tribunal. Elle aurait pu porter des accusations criminelles et regarder sa sœur faire face à toutes les conséquences de sa cruauté. Mais April a compris quelque chose qu'Anna ne comprendra jamais, la vengeance est une chaîne qui vous lie à la personne qui vous a blessé. Le pardon, même lorsqu'il n'est pas mérité, est la clé qui vous libère. April n'a pas pardonné à Anna parce qu'Anna le méritait. Elle a relâché ce fardeau parce qu'elle refusait de le porter plus longtemps. Et ce faisant, elle est enfin entrée dans la lumière que son grand-père avait toujours promis qu'elle trouverait. Cette histoire est pour chaque femme qui s'est déjà sentie invisible dans sa propre famille. Pour chaque fille qui a travaillé 2 fois plus dur et reçu la moitié de la reconnaissance. Pour chaque sœur à qui l'on a demandé d'être forte pendant qu'une autre était autorisée à être fragile. Pour chaque femme qui a regardé autour de la table du dîner en se demandant pourquoi ses réussites n'étaient jamais célébrées comme celles des autres. Vous n'êtes pas seule. Vos sentiments sont valables, et votre valeur n'est pas déterminée par le fait que votre famille choisisse de la voir ou non. Je veux vous entendre maintenant. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre famille? Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui semblait incapable de vous aimer en retour de la même manière? Avez-vous déjà dû vous éloigner de personnes qui auraient dû vous protéger pour enfin vous protéger vous-même? S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences comptent, et des milliers d'autres femmes qui regardent cette vidéo ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas les seules à avoir ressenti cela. Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement de dire « moi aussi » et de faire savoir à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas seul dans sa douleur. Si le parcours d'April a touché votre cœur aujourd'hui, j'espère que vous envisagerez de vous abonner à cette chaîne. Nous racontons des histoires comme celle-ci chaque semaine. Des histoires de femmes qui surmontent des circonstances impossibles, des femmes qui trouvent leur force après des années à s'entendre dire qu'elles étaient faibles, des femmes qui apprennent enfin à s'aimer elles-mêmes après une vie à ne pas être aimées par les autres. Lorsque vous vous abonnez et activez les notifications, vous devenez partie d'une communauté de femmes qui soutiennent les femmes, qui s'élèvent mutuellement et se rappellent que notre valeur n'est pas définie par ceux qui ne parviennent pas à la voir. Veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime » si cette histoire vous a ému. Cette simple action aide plus de femmes à trouver ces histoires lorsqu'elles en ont le plus besoin. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'elle aussi est une gemme cachée dans l'obscurité, attendant que la lumière la trouve. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert votre cœur à l'histoire d'April. Et merci de faire partie de cette belle communauté. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, vous êtes vus, vous avez de la valeur et vous êtes digne d'amour. La lumière vient pour vous aussi. Il vous suffit d'être assez courageuse pour y entrer lorsqu'elle arrivera. Je vous retrouverai dans la prochaine histoire.